merci beaucoup pour votre participation à ce colloque 2024 de la SPIM. On a des thèmes porteurs. L'immobilier au centre de l'économie productive, c'est bien, et puis quelques sujets pilotés par Capucine sur le futur de l'immobilier, donc voilà, quelque chose de plus prospectif. Et en tout cas, on sort de l'immobilier de la rente pour rentrer dans un immobilier qui nous concerne un petit peu plus, c'est l'immobilier qui rend service. Pardon. Ça, c'est le thème du colloque. Malheureusement, on est touché par l'actualité. Un des participants au colloque, qui s'appelait Jean-Paul Mattei, qui est le président des députés MoDem à l'Assemblée, malheureusement, il est reparti en campagne. Enfin, malheureusement, heureusement pour lui. On a passé 2 heures avec Étienne et Véronique dans son bureau à discuter. Il est notaire de formation, c'est un passionné de la fiscalité immobilière, donc il avait plein de choses à raconter, justement sur comment adopter la fiscalité pour que l'immobilier soit encore plus dans l'économie productive, et ça aurait été sans doute intéressant de l'écouter. Malheureusement, bon, il n'est pas là. Bon, donc la table ronde sera tout de même super intéressante, donc voilà, on vous invite à y assister et à l'écouter avec intérêt. Donc ça, c'est ce qui nous arrive bientôt. Alors moi, je vais plutôt me tourner vers le passé. Je suis un homme du passé, hein, ça se voit tout de suite. Donc vers le passé, et surtout 2023, pour essayer de faire un petit résumé rapide de ce que vous avez vécu. Hein, et donc au moins 3 thèmes, l'ajustement des valeurs, la stabilité des revenus et la liquidité des fonds. Avec ça, je pense qu'on aura couvert à peu près. Et Véronique m'a laissé 3 minutes, donc inutile de vous dire que je dépasserai un peu, mais que je vais quand même essayer de faire relativement court. Donc, ajustement des valeurs, bon, je crois que j'apprendrai rien à personne pour dire que les valeurs immobilières se sont ajustées. On ne sait pas très bien où, parce que le marché n'est pas encore extrêmement significatif, hein, il n'y a pas beaucoup de transactions, mais en tout cas, les valeurs immobilières, quel que soit le pays, quelle que soit la classe d'actifs, avec des différences bien sûr selon la nature des actifs, se sont ajustées. Bon. Elles ne l'ont pas fait quasiment depuis 2008, et même 2008, ça n'a pas été très violent. Il faut remonter jusqu'aux années 90, donc une crise tous les 30 ans. Bon, c'est pas non plus un drame hein, autour de l'immobilier, mais bon, c'est sans doute mes cheveux blancs qui me font dire ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors le point le plus important, c'est pas tellement qu'elles se soient ajustées, c'est surtout que les gérants de produits immobiliers que vous êtes ont su très rapidement ajuster la valeur de ces actifs dans leur patrimoine et d'en tirer la conséquence au niveau des prix des parts qu'ils diffusent. Alors tous différemment, hein, puisque chacun n'est pas touché de la même manière, encore une fois, selon la nature des actifs qu'il détient et de l'endroit où il les détient, mais tous ont fait cet effort. Allez, un peu poussé par le régulateur, hein, mais en tout cas convaincu, et c'est ça qui me paraît important, que si on veut avoir la confiance des épargnants, il faut de la transparence sur ce qu'on leur vend, donc de la transparence sur les valeurs, et c'est à mon avis ce qui mérite d'être souligné sur l'exercice 2023, hein, et qui se continuera sans doute sur 2024, moins fortement, c'est l'ajustement de ces valeurs et donc la transparence qu'elle va donner et la confiance qu'elle donnera sur les fonds que vous diffusez, parce que moi je diffuse rien du tout. Donc ça me paraît être le point le plus important de l'exercice. Alors, ça se continuera sans doute un peu sur 2024. Vous avez tous reçu le petit mot de nos amis de l'AMF indiquant que il faut, même si ce n'est pas encore réglementairement intégré dans les textes, continuer à faire vos expertises de manière semestrielle. Donc on aura sans doute une petite salve d'expertise au mois de juin, peut-être encore un peu d'ajustement, mais ce qu'on peut dire, alors, modulo le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'a priori, on pensait avoir atteint le point bas du marché au cours de 2024. On verra si c'est le cas ou si ça ne l'est pas, mais en tout cas, en matière d'immobilier d'entreprise, ça nous semble quand même être le point le plus important et indépendamment de la situation politique. Deuxième point, c'est la stabilité des revenus. Alors ça, c'est super important. Vous avez réussi à tenir la distribution ou les distributions que vous avez envisagé de faire à vos porteurs de parts à la fin de 2022. Bon, c'était pas gagné d'avance, la situation économique est compliquée, il y a un peu plus de vacances, mais il y a un peu d'indexation. Et voilà, tous, quasiment tous, vous avez servi vos distributions. J'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 4,52% de moyenne de distribution. Alors ça ne veut rien dire parce qu'en fait, il y en a qui sont à 5 et d'autres qui sont à 3. Mais enfin, tout le monde a servi la distribution. Et c'est globalement quand même ce qu'attendent les porteurs de parts de nos produits. Hein, c'est le point essentiel. La valorisation est moins importante que la distribution des revenus qu'ils attendent, complément de retraite ou complément de salaire, peu importe. Voilà, c'était ça le point le plus important. Et je pense que ça continuera parce qu'on a encore un peu de réservoir
d'indexation. Vous savez qu'on a une inflation assez forte, qu'elle ne se ressent pas dans les loyers instantanément. Il faut que le marché le permette, il faut que les périodes de révision des baux arrivent. Donc ça va se diffuser tranquillement. Et encore une fois, la protection des revenus de nos clients contre l'inflation, qui est un élément fondamental, et le service de cette distribution, voilà, vous l'assurerez sans doute également en 2024. Liquidité. Alors je vais être moins catégorique. Alors déjà, il y a un point où il n'y a pas de problème, parce que ça mérite quand même d'être souligné. Tous les porteurs de parts de fonds au travers d'unités de compte de contrat d'assurance, ils n'ont pas de problème de liquidité. Il faut remercier les assureurs, les féliciter. Ils ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils devaient faire, d'ailleurs, ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire ils ont fait la liquidité des gens qui voulaient sortir de ces unités de compte. Ils ont ravalé les produits, ils les revendent parfois, ce qui peut créer des embouteillages dans un certain nombre de fonds, mais ils l'ont fait, donc il n'y a pas de problème de liquidité pour tous les clients qui détenaient ces supports sur des contrats d'assurance vie. Un petit peu plus compliqué pour ceux qui sont à l'extérieur, parce que notamment le retour sur les fonds des positions détenues par les assureurs à la suite du rachat des unités de compte, et puis les demandes de rachat d'un certain nombre de porteurs ont fait augmenter la masse des parts en attente. Bon, pas de manière significative, 2,7 milliards de parts en attente à la fin de l'exercice, c'est bon, allez, c'est 3% de la capitalisation. Ça veut dire qu'il y a 97% des gens qui n'ont rien demandé. Remarque, ça va bien, puisqu'il est normal qu'ils ne demandent plus, puisque vous avez ajusté le prix des parts, donc ils n'ont plus intérêt à sortir, puisque l'ajustement de ce prix étant passé, il faut qu'ils décident s'ils veulent continuer à conserver leurs revenus, mais enfin pour le prix de la part, c'est déjà fait. Donc là aussi, il y a un élément technique qui fait que quand on réagit vite, quand on ajuste vite la valeur des parts, il y a moins de chances que le marché des parts augmente. Donc voilà pourquoi il a été maîtrisé. Alors, ceci étant, maîtrisé, pas partout, il y a des gens qui sont plus en difficulté, ou des sociétés de gestion plus en difficulté, il y en a d'autres qui par contre n'ont même pas vu le problème, elles continuent à collecter, je rappelle qu'il y a quand même 6 milliards d'euros à peu près 6 milliards d'euros de collecte sur les CPI au cours de l'exercice, et 2 milliards quand même supplémentaires qui ont servi à résorber du marché secondaire. Alors, on est loin des 12 ou 13 milliards qui étaient ceux de 2022, mais malgré tout, ça mérite d'être souligné, c'est ce qui soutient quand même cette liquidité. Alors, pour régler la liquidité, il n'y a pas 50 solutions, il y en a deux, enfin 3. Les deux les plus connus, c'est on trouve de la collecte à mettre en face, c'est plus compliqué. Ceci étant, je ne désespère pas, parce que si on considère qu'on est arrivé à un point bas du marché, que les rendements se tiennent, et en apparence, ils sont même plus élevés, 200 ou 300 points de base au-dessus d'OAT 10 ans, qui doit être aujourd'hui à 3,30 ou 3,40. Faire 5,40 ou 5,50 de performance, c'est plutôt un bon produit. Alors, si on a envie de trouver le point bas pour rentrer sur un marché, je pense que il est bien là sur les produits immobiliers, donc je pense qu'une collecte va revenir, modulo la période politique qu'on va traverser. Deuxième façon de faire la liquidité, c'est de vendre des actifs, pour qu'avec le produit de la vente des actifs, on dote des fonds de remboursement et qu'on permette aux gens de sortir. Alors, c'est très bien, d'accord, d'ailleurs les gérants sont là pour le faire, mais il y a un moment où il faut quand même s'interroger. Est-ce que je dois brader, parce que le marché est difficile, mes actifs, pour permettre à 2 ou 3% de sortir et grever la performance des 97% restants? Donc ça, c'est des questions que chacun vous posez. Il y a ceux qui le font moins. Mais en tout cas, la vente des actifs est un des éléments essentiels de la liquidité de nos fonds. Et bien sûr, vous avez tous, pour beaucoup d'entre vous, réalisé cette politique. La troisième solution, donc collecte, vente d'actifs, ça aurait été de trouver d'autres outils de la liquidité. Parmi les outils de la liquidité, il y a notamment un qui est la confrontation. C'est-à-dire que vous dites, je ne peux plus assurer la liquidité des fonds parce que je n'ai pas envie de vendre mes actifs pour abîmer le portefeuille de ceux qui veulent rester. Donc, je vous fais un marché et puis vous proposez le prix auquel vous voulez vendre et d'autres se mettront là en face. Généralement, il y a des décotes, mais assez vite, je rappelle ce qui a servi à régler tout le problème de la crise des années 2000. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui fonctionne. Là, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente assez rapide, d'ailleurs, avec les pouvoirs publics, le régulateur, les assureurs. Et on est toujours dans cette phase d'incertitude où c'est compliqué d'organiser ce marché de confrontation pour beaucoup d'entre vous, avec des problèmes, avec des questions de liquidité sur vos fonds. Alors, ce qu'on n'a pas réussi à obtenir, même si on a écrit une lettre que certains ont trouvé un peu vive, mais qui était sur le fond assez justifiée à nos régulateurs en disant « aidez-nous à faire ça parce que vous en avez besoin », je pense que je fais confiance à votre imagination. Et je suis à peu près certain que vous allez trouver, légalement, des outils pour pouvoir l'organiser, indépendamment du fait que les textes ne bougent pas vraiment. Et je doute qu'ils bougent beaucoup dans la période qu'on va traverser. Donc, allez-y, utilisez votre imagination.
je le rappelle, légale, hein, pour essayer de régler ça. Mais voilà, entre le point de bas, la vente des actifs et cette confrontation, hein, je pense qu'on devrait arriver à régler ce problème de liquidité assez vite et qu'en tout cas, il est peu important par rapport au volume départ détenu. Alors tout ça, ça nous fait un métier qui est plutôt... je suis trop long, hein, c'est ça, j'ai dépassé 3 minutes, hein, Étienne, oui, je sais. J'avais dit 3 minutes, mais je pars, je discute, je vois les uns, les autres. Donc, pardon. 310 milliards d'actifs sous gestion pour les fonds que vous gérez. 110 milliards sur les instituts, tout le reste sur des particuliers, plus de 4 millions de porteurs de parts particuliers. Donc, c'est pas un petit produit d'épargne, hein, c'est un vrai produit d'épargne. Et l'immobilier a gagné dans ce marché de l'épargne, dans les actifs, la place qui mérite d'être la sienne, un peu comme le private equity ou la dette immobilière dont on parle encore plus aujourd'hui. Voilà, c'est des actifs alternatifs à l'action et l'obligation. Elles sont ancrées dans les réseaux, donc il n'y a pas de raison que ça cesse. Et c'est votre vrai succès. Il nous reste des choses à faire pour 2024. Je vais aller plus vite. LTIF, alors c'est un peu mon dada, j'adore. LTIF, c'est le fonds de long terme d'investissement financier, hein, dans lequel il y a de l'immobilier. Hein, c'est l'autorisation donnée par un texte européen de diffuser tous les produits, notamment immobiliers, dans toute l'Europe, hein, auprès de tous les particuliers en Europe, ce qui était interdit jusqu'à aujourd'hui. Un Français achetait des produits français, un Allemand des produits allemands, etc. etc. Donc ça va être la grande révolution de la distribution en 2024 et 2025. Passer d'un univers de placement de 60 millions de personnes à 500 millions qui est l'Europe, voilà, quand on est le deuxième gérant européen de fonds immobiliers, ça me paraît faisable. On a d'ailleurs intérêt à le faire, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, hein, les autres vont venir vendre des produits chez nous, donc il faudra qu'on se batte. Pour y arriver, il n'y a pas 50 solutions, il faut adapter la réglementation de nos fonds. On discute, on a discuté, on continuera de discuter avec le régulateur, la Direction générale du Trésor, pour arriver à ça. Et puis, donc, on aura sans doute une base de texte qui nous permettra de le faire. Et puis, il faut une fiscalité, parce que bien évidemment, on ne peut pas imaginer de vendre des produits à des Européens si on leur explique qu'ils seront 4 fois plus taxés quand ils achètent un produit français géré par des Français que s'ils l'achetaient chez eux. Donc là aussi, le volet fiscal, qui j'espère sera à la fin de l'année, est un élément important de ce succès. Mais sachez que c'est essentiel pour nos fonds et pour la gestion immobilière française. Mais je sais que voilà, vous êtes armés pour ça et que vous n'êtes pas les deuxièmes gérants de fonds non cotés en France pour rien, donc vous pourrez le faire. Deuxième sujet, mais ça, bon, c'est la finance durable. On fait des progrès, hein, partout, bon, SFDR, le label ISR, donc je crois que là encore, hein, l'engagement des fonds immobiliers autour de l'immobilier durable, il n'est plus à démontrer. Hein, vous avez été nombreux à souscrire au label ISR qui doit être réformé. Voilà, il faut de l'ambition dans ce domaine-là, mais il faut avoir le souci du résultat qu'on veut obtenir, mais il faut aussi parfois un peu de raison, parce que quand on traverse les difficultés qu'on a aujourd'hui, hein, sur nos fonds, c'est pas toujours aussi simple de faire de l'ISR, d'engager des moyens sur des sociétés de gestion pour faire, mais il ne faut pas perdre la ligne directrice, même si on peut avoir un peu de retard. Donc ça aussi, c'est le challenge de demain. Voilà pour les 2 challenges que vous voulez mettre en avant après tous ceux que vous avez réussi sur cette année. Un petit mot pour remercier rapidement nos associations sœurs. Alors l'AFG, la FEI, France Invest, France Assureur, avec qui on discute aussi, mais aussi l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, voilà, avec qui on continue de travailler pour les remercier pour toute cette collaboration qu'on a. Justement, et c'est là où et j'associe à ça bien évidemment le régulateur ou les régulateurs, hein, avec qui on travaille. Il faut dans ces périodes compliquées justement qu'on puisse avoir cette discussion constructive à livre ouvert. Alors on n'est pas toujours content du résultat, mais voilà, au moins il faut qu'on puisse continuer à discuter. Et c'est ce dialogue qu'il faut que l'association continue à poursuivre pour essayer de nous sortir toutes ces difficultés. Un mot pour les équipes de la SPIM. Alors elles ne sont pas nombreuses, efficaces, compétentes. Elles ont bossé cette année. Je peux vous dire que voilà, ça n'a pas été une année de repos. Les remercier bien sûr pour ça, et puis rappeler juste qu'elles ne peuvent vraiment travailler qu'à partir du moment où vous les aidez, parce qu'elles sont compétentes sur beaucoup de sujets, mais sur l'immobilier, sur les fonds et sur les choses comme ça, il est essentiel, hein, que vous participiez à des groupes de travail, que nous fassiez, voilà, donner vos inputs sur les sujets que l'on traite. Hein, donc s'il vous plaît, accompagnez-les, parce qu'ils souffrent. Ils avaient un président exigeant, intrusif, directif. Rassurez-vous, ils vont être plus tranquilles, quoique, puisque c'est la fin. Comme vous le savez, bon, mon mandat s'est achevé il y a une demi-heure, 3 quarts d'heure.
Voilà, d'abord vous remercier tous pour voilà, les années que nous avons passées ensemble. J'espère que voilà, avec les équipes de la SPIM, on a su aussi partager votre passion pour ces produits et vous aider à le faire. En tout cas, c'était l'ambition qu'on vous avait. Et donc, merci en tout cas pour ces 4 années. Et la boucle est bouclée puisque mon prédécesseur va devenir mon successeur. Pas mal. Et donc, voilà, c'est Frédéric Boll qui a été élu il y a quelques heures comme nouveau président de la SPIM. Et je vais m'empresser de lui laisser la parole après avoir pris plus de temps qu'il n'était prévu. Et en vous remerciant une nouvelle fois pour la gentillesse que vous avez eue à m'accepter comme président. Bon, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et vous remercie d'être venus si nombreux. Bon, ben, je tiens tout d'abord à remercier Jean-Marc qui a été très bavard. En tout cas, je te remercie pour ton engagement lors de ce mandat à la tête de la SPIM. Je remercie également chaleureusement les adhérents qui m'ont renouvelé leur confiance pour te succéder, comme tu m'avais toi-même succédé, tu l'as bien dit, il y a quelques années. Alors j'aborde ce nouveau mandat conscient des grands défis qui se dressent devant nous dans un contexte par ailleurs marqué par de fortes, c'est le moins qu'on puisse dire, de fortes incertitudes politiques à quelques jours du scrutin législatif. Tout d'abord, il y a bien sûr cette crise relativement sévère, on va dire relativement sévère, que le marché a connue dans un contexte de hausse des taux brutale et massive. Une crise qui a impacté presque toutes les classes d'actifs, bien que dans des proportions variées. Ça entoure une crise des marchés immobiliers dont les répercussions sont nombreuses, tant pour les ménages que pour les entreprises. Cette crise a entraîné des tensions, tu l'as mentionné Jean-Marc, et ce n'est pas fini, a entraîné des tensions sur la liquidité de nos véhicules. Nous avons eu et nous continuons d'avoir de nombreuses discussions avec les autorités de tutelle, que je salue, je crois qu'il y en a certains dans la salle. En tout cas, que ce soit les véhicules OPCI, SCI ou SCPI. Je souhaite que nous poursuivions ces échanges de manière constructive avec les autorités de tutelle, mais aussi avec les distributeurs, notamment avec les assureurs, pour trouver des solutions afin d'améliorer la liquidité des fonds et retrouver une fluidité dans les transactions. Cette crise, nous devons la surmonter tous ensemble. Nous devons faire preuve de cohésion. La première baisse des taux directeurs de la BCE, le 6 juin dernier, donc c'est il n'y a pas si longtemps, amorce un nouveau contexte. Mais il faut rester prudent, notamment, encore une fois, dans un contexte politique fort agité. Alors bien sûr, l'une des solutions, et tu l'as mentionné, mon cher Jean-Marc, sera bien sûr la reprise de la collecte à travers la distribution. La réglementation LTIF sur la distribution transfrontalière des fonds ouvre des horizons que j'espère prometteurs, et je le crois, pour notre secteur. La SPIM s'engage à continuer ces démarches afin de transformer cette opportunité en un réel avantage compétitif, notamment pour la France dans le cadre européen. Cette crise qui frappe le secteur immobilier dans son ensemble a également conduit à une crise du logement. On devait d'ailleurs avoir avec Jean-Marc un dîner avec le ministre récemment. Ça a été annulé pour des raisons que vous connaissez. Donc vous le savez, la SPIM travaille de longue date sur la façon dont nos véhicules peuvent contribuer à flécher l'épargne des Français vers un logement abordable et de qualité. Fort de ces, tu l'as dit, 313 milliards de capitalisation, plus de 4 millions d'épargnants, nous continuerons à être force de proposition sur le logement. Je suis convaincu que les autorités ne resteront pas insensibles aux leviers que nous pouvons offrir pour orienter l'épargne vers une unité avec l'utilité économique, sociale et sociétale. Nous allons également, tu l'as souligné, continuer à jouer notre rôle d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, notamment concernant la labellisation ISR des produits immobiliers. C'est un sujet sur lequel nous avons été historiquement précurseurs. Nous continuerons de nous mobiliser afin de renforcer sa crédibilité, mais en adoptant une approche mesurée. Ces défis, vous les connaissez, font partie de nos professions. Enfin, je suis particulièrement attentif à la question des données, de la data, et je suis convaincu de la nécessité d'explorer des approches novatrices dans ce domaine.
Les priorités de mon mandat, nous les définirons collégialement le 2 juillet prochain, donc dans 2 semaines exactement, afin de dessiner les grands chantiers qui occuperont notre attention ces prochains mois. Nous le ferons avec les membres du conseil d'administration ou leurs représentants. Maintenant, afin de nourrir notre réflexion, nous aurons le plaisir d'écouter les experts partager leur analyse autour de 2 thématiques liées à l'impact économique et sociétal des fonds, des éléments clés pour permettre à l'immobilier de retrouver ses lettres de noblesse. La première thématique concerne la contribution majeure de l'immobilier à la création de la richesse nationale. Et nous allons avoir le plaisir d'écouter tout de suite Loïc Quentin, président de l'AFNAIM, Pierre-Édouard Boudot, exécutif directeur Research France CBRE. Et alors nous regrettons, mais tu l'as dit, que Jean-Paul Mattei ne pourra pas être là pour les raisons évoquées. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir notre animatrice, Capucine Grabi, que j'appelle ici, ainsi que les intervenants. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, un très bon colloque. Nous retrouverons ensuite pour un verre. Je tiens aussi à remercier Véronique et Alexandra pour l'organisation, ainsi que nos intervenants. Et à vous maintenant de rattraper le temps perdu aussi. Avec, moi je pense que je l'ai respecté, que nous avons dépassé. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc et Frédéric pour cette introduction. Bonjour et bienvenue. Donc Loïc Quentin, président de la FNAIM. Et vous l'avez dit, Pierre-Édouard Boudot, vous êtes exécutif directeur chez CBRE. On va commencer, on va parler chiffres pendant cette première table ronde. 18%, c'est le poids de l'immobilier dans le PIB français. C'était en 2022, avec à la clé près de 600 000 emplois dans une trentaine de métiers. Au-delà de cette contribution à la fois directe, économique, directe et indirecte, l'immobilier joue un rôle déterminant puisqu'il irrigue l'ensemble de l'économie, on l'a dit à l'instant. C'est donc un moteur de l'économie française. J'ai envie de vous demander à tous les deux, pour camper un peu le décor de cette table ronde qui va être plus courte que prévu puisqu'on nous a grignoté du temps en introduction, quelles sont les perspectives de l'immobilier ? C'est ça. Ouais. D'abord, je m'excuse pour ce titre à rallonge en anglais. Je suis simplement directeur des études et ça sera très bien comme ça. Perspective, je crois que c'est un mot qu'on a du mal à prononcer là depuis 10 jours ou une semaine. Difficile de se projeter un petit peu au-delà du 7 juillet. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est d'expliquer que quand on regarde ce qui s'est passé depuis maintenant 10 jours, et si on prend par exemple ce que je faisais avant, c'est-à-dire de regarder les cours de bourse. Ce qui a beaucoup baissé en bourse sont tous les secteurs qui sont domestiques et régulés. On pense par exemple à la banque. Et quand je pense à l'immobilier, je me dis c'est domestique, on ne va pas déplacer les actifs. Et puis c'est quand même aussi assez régulé. Donc j'ai entendu, je ne dirais pas de bêtises, qu'il y a des gens, des régulateurs dans la salle, si j'ai bien compris. Donc c'est très bien que ça soit régulé, ce n'est pas le point. Mais donc du coup, le carcan qui commence à s'installer depuis 10 jours est probablement pas très favorable à l'immobilier. Qui, et Jean-Marc le disait, depuis la BCE, commençait à un peu voir la lumière au bout du tunnel. Le carcan qui s'installe depuis une dizaine de jours, est-ce que vous le ressentez, vous ? Est-ce que vous voyez clairement l'horizon s'assombrir ? Momentanément, oui, je pense. Bonjour à toutes et à tous. Momentanément, je pense qu'il faut traverser cette période d'instabilité politique, que la France retrouve une majorité législative et un gouvernement certainement qui va être formé. Il faut être optimiste. Je pense que l'immobilier est un secteur extrêmement prospère et qui va continuer. Il faut être optimiste sur ce point. D'abord, l'immobilier, c'est 92 milliards de recettes en dehors de l'appareil de production. C'est 92 milliards de recettes récurrentes, à la fois sur la TVA, les taxes foncières, les droits de mutation qui permettent de faire vivre les collectivités. Donc c'est un actif, je dirais, qui permet d'asseoir et de faire vivre une économie. Même si le président de la République avait dit que c'était de la surdépense publique pour de l'inefficacité collective, les 94 milliards d'euros de recettes générées par l'immobilier n'ont une version redistributrice qu'à la concurrence de 42 milliards. Donc finalement, il reste un excédent pour l'État qui lui permet de subvenir à d'autres fonctions régaliennes. Mais ces 42 milliards, là, c'est un choix, je dirais, stratégique de la redistribution pour asseoir de nouvelles perspectives. Je dirais, en complément sur les perspectives de l'immobilier,
c'est que devant nous, il y a aussi une grande ambition de rénovation énergétique, une décarbonation en 2050. Oui, on c'est va un en parler. gisement d'emplois Mais extraordinaire. justement, gisement d'emploi, j'allais y venir. 600 000 emplois aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez poindre? Est-ce que ce nombre d'emplois il pourrait augmenter de façon vertigineuse dans les prochaines années pour ces raisons-là? Vertigineuse, non, mais de façon régulière et récurrente, parce que je le vois, nous, dans nos cabinets, ça doit syndic de copropriété, administrateur de biens, on a un parc qui grossit chaque année, 300 000 logements minimum, c'est le rythme de croissance minimale, et qui demande bien évidemment la création d'emplois. Et on le voit dans nos professions de service, on a eu en l'espace de 4 ans 12 000 emplois de collaborateurs habilités à Centremet. Donc c'est-à-dire c'est de la création de postes parce qu'il faut accompagner ce parc. Au-delà de la situation conjoncturelle que vous avez rappelée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des verrous que l'on pourrait faire sauter pour que l'économie soit davantage dopée par l'immobilier selon vous? C'est le point que je faisais sur la régulation. C'est effectivement bien que le secteur soit régulé. Après, on voit que les usages évoluent très vite, notamment depuis quelques années. On parle beaucoup de transformation bureau en logement. Enfin, vous en direz peut-être un mot également. Là-dessus, il y a quelques éléments législatifs qui ont été mis en place de manière très récente et probablement juste avant le coup près, qui permettent peut-être d'accélérer et d'aller dans le bon sens là-dessus. En tout cas, il faut que la régulation puisse accompagner les changements sociétaux qui viennent impacter l'immobilier. Je voudrais qu'on parle un peu de vous et surtout de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, CBRE. Avec la crise sanitaire et le télétravail, on aurait pu imaginer qu'une entreprise comme la vôtre, qui est donc, dont le cœur de métier sont les bureaux, soit en grande difficulté, soit très fragilisée, voire ne meure. Ce n'est pas du tout le cas. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir dans le contexte actuel ? Merci pour cette question. Donc, nous sommes vivants et il y a Anne Digard tout là-bas, Christian Robinet, on est au moins 3 à être encore vivants dans cette salle. Mais simplement, on ne fait pas que du bureau. Déjà, ça peut peut-être nous aider. Donc, on est multiclasse d'actifs et puis on est aussi multimétier. C'est-à-dire que le CBRE aujourd'hui, c'est une dizaine de métiers, des métiers transactionnels, donc très cycliques. Et en effet, il n'y a pas de secret, hein, les métiers de l'investissement vont plus mal aujourd'hui que d'autres métiers. Mais on a des métiers très récurrents. L'expertise donc est un bon exemple d'un métier récurrent qui permet de stabiliser la barque quand les choses vont un peu moins bien ailleurs. Et puis par ailleurs, c'est un groupe international et on bénéficie aussi de ce poids-là pour passer les crises et passer la crise actuelle plutôt bien. Est-ce que l'immobilier de bureau va, selon vous, rester un moteur de l'économie française ? Oui, certainement. Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que l'économie française, c'est une économie qui a été très tertiarisée depuis 40 ans. Donc 80% des emplois, c'est des emplois tertiaires. Les emplois tertiaires, ça s'exprime, alors jusqu'à peu, uniquement au bureau, depuis quelques temps, un peu à la maison aussi, mais enfin quand même très majoritairement au bureau. Donc oui, ce support immobilier du bureau, support de l'économie tertiarisée française, va à un bel avenir devant soi. Une réaction, Loïc, comment inscrire l'immobilier de bureau justement comme plus globalement dans la politique de l'État pour en faire un vrai moteur de l'économie française justement selon vous ? Je crois qu'il faudrait d'abord que l'État ait une vraie véritable vision de l'aménagement de son territoire et de ses villes et où on place l'emploi de demain, parce que l'immobilier entreprise était, je dirais, la clé de voûte et le principal support de la création d'emplois, et l'immobilier de bureau en fait partie. Donc c'est ça, et cette vision on l'a pas. On n'a plus pour quelle raison ? On n'a plus de data, par exemple, la délégation à l'aménagement du territoire a disparu, et on n'a plus de vision stratégique, notamment de l'aménagement de l'État, et notamment parce qu'on va avoir un pays dans les 20 prochaines années en totale mutation, une mutation profonde, à la fois à l'inversion, notamment, on a déjà 50% de la France, des Français qui ont plus de 60 ans, dans une population vieillissante, et ça, effectivement, il faut l'imprimer. Donc, comment on va cette vision renouveler ? parce qu'on n'a pas assez anticipé ? Pour quelle raison, selon vous ? Je pense qu'on est dans le on est très court-termiste en matière de politique. On n'a pas de vision globale. Et ça devrait, je dirais, intemporel. On devrait conserver les structures de l'État pour avoir une vision et une projection économique et une projection d'aménagement et définir notre destin. Mais on confie à chaque fois, excusez-moi d'être brutal en période d'instabilité politique, on confie à la fois, je dirais, notre destin et notre vision sur la surenchère et je dirais des promesses politiques qui très souvent ne se tiennent pas. Donc il faudrait une vision d'ensemble et une vision macroéconomique. Et on peut se permettre, que ce soit pour le logement, l'immobilier d'entreprise, d'écrire une page de la France à 30 ans sur laquelle tous les candidats puissent se raccorder. Donc la France de demain n'est pas assez pensée, selon vous ? Pas du tout, non. Alors, juste un mot sur les taux qui repartent à la hausse. Comment est-ce que vous voyez la situation dans les prochains mois ou les prochaines années, de surcroît dans le contexte politique actuel ? Comment redonner du pouvoir d'achat, du souffle aux Français
justement, qui souhaitent investir dans la pierre? C'est vrai que la situation est préoccupante quand on voit l'écart entre deux taux sur le refinancement des pays entre l'Allemagne et la France. On a vu les taux des EAT bondir, finalement balayant d'un coup l'annonce de Christine Lagarde la semaine dernière, la semaine d'avant. On peut être inquiet, je dirais aussi. Je crois que la Cour européenne de justice va sanctionner la France sur sa mauvaise gestion et on a un endettement qui repart à la hausse. Ça, c'est très inquiétant et qui n'est pas de nature à stabiliser à la fois les marchés sur un plan politique et notamment sur un plan économique et financier. Et donc, je pense que moi, je suis professionnel depuis très longtemps. J'ai connu des périodes avec des taux d'intérêt à 17-18%. Et ces périodes-là sont des périodes extrêmement douloureuses, et notamment pour la trajectoire immobilière des Français. La FNIM a tenu à présenter une proposition, et notamment qu'elle martèle depuis 18 mois, et reprise par un député, Damien Adam. La loi est en suspens, mais au moins la portabilité des prêts qui étaient inscrits, notamment permise dans les contrats de prêt jusqu'en 2019, soudainement suspendue, y compris la transférabilité pratique que l'on mettait en œuvre dans les années 80. Et moi, j'ai fait beaucoup de contrats de vente avec le transfert des prêts, crédit foncier, PAP, prêt immobilier conventionné pour tous ceux qui ont connu ces techniques. Et aujourd'hui, on ne veut pas renouer avec une ingénierie financière différente. Or, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien aux banques, quoi qu'elles en disent. Donc je continue à marteler cette proposition tant que je serai président de la fédération. Et j'ai demandé, Guillaume Gasbarian devait nous accompagner pour un débat avec les banques françaises, ce qui aurait permis notamment d'avancer un peu plus, parce que je crois que c'est important. Quand on parle immobilier d'entreprise, et notamment c'est sur la mobilité résidentielle des Français, on est sur le parcours économique. À la fois, il faut l'accompagnement économique de l'entreprise, et il y a des mutations que refusent des Français. Ils sont empruntés à 1, ils sont exposés à des taux de 4. Voilà, mais écoutez, à un moment ou un autre, il faut être moderne et conserver, leur permettre cette portabilité sur une acquisition future. Pierre-Édouard Baudon, on va revenir sur le bureau de demain, si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous anticipez les choses? Et quel rôle vont jouer les espaces de bureau sur l'agilité, sur la productivité, selon vous, des travailleurs du futur, enfin de demain? Alors oui, on travaille sur le bureau de demain, bien sûr, en dialogue constant avec nos clients sur le sujet. Il y a peut-être 3 grands axes sur le bureau de demain qui est en fait déjà là aujourd'hui, mais c'est un mètre carré qui va être plus productif, c'est-à-dire qu'à l'heure de la rareté foncière et de la compétition pour les usages, on a parlé logement, bureau, il faut un mètre carré plus productif. Il faut aussi, c'est le deuxième axe, un mètre carré qui soit moins énergivore, donc plus vert. Donc là aussi, il y a un travail très fort à faire sur cette partie-là, donc qui concerne bureau, mais l'ensemble des usages, je pense, et l'ensemble des immeubles. Et enfin, un sujet de centralité qui est important pour le bureau, la centralité s'entendant par la capacité à atteindre le centre de manière aisée. Donc c'est surtout l'offre de transport en commun, ce n'est pas simplement d'être pile poil au centre de la métropole. Quand on parle immobilier de demain, on pense fatalement à la faillite d'une entreprise qui s'appelle WeWork. Qu'est-ce qu'elle dit de l'avenir de l'immobilier de bureau, selon vous? Ouais, alors, d'une part, je crois qu'ils sont sortis de la procédure des faillites aux États-Unis et au Canada, WeWork, donc ils ont probablement encore une longue vie devant eux. Ça dit beaucoup de la financiarisation peut-être du secteur et de dire que c'est une entreprise qui a failli, donc, qui a trébuché en tout cas d'une hypercroissance et d'un endettement très, très élevé. En revanche, je pense qu'on peut leur reconnaître d'avoir bousculé très fort les usages du bureau, d'avoir infusé beaucoup de pratiques d'aménagement de bureau, de flexibilité dans le bureau, etc., chez l'ensemble des acteurs, en fait. On va parler de la ville du futur dans la table ronde qui s'annonce juste après. J'aimerais qu'on parle avec vous tous les deux de la place du travail et de la place que le travail va occuper justement dans les villes du futur. Le travail nomade, il est fortement plébiscité. On travaille de partout, notamment dans les zones rurales. Si ce n'est pas la mort du bureau, comme vous l'avez dit, les notions de stimulation, de performance, elles sont aujourd'hui sérieusement fragilisées. Comment est-ce qu'on peut revitaliser le bureau dans ces conditions? Et je m'adresse à vous deux. Alors, peut-être en un mot, le point qui est effectivement important dans ce que vous dites, c'est que la part, et ça c'est très bien documenté dans une thèse sur laquelle travaille le maire de Neuilly, je fais un peu de pub, mais Jean-Christophe Faumentin travaille sur ce sujet-là, et il explique que le temps de travail rémunéré, à travers le temps, n'a pas arrêté de baisser. Donc aujourd'hui, le temps qu'on passe pour son travail et pour lequel on est payé, c'est d'une part une portion congrue finalement de notre journée. Et donc sa thèse, lui, c'est de dire, en fait, on devrait choisir le lieu où l'on vit en fonction de l'endroit où on veut habiter, plutôt que d'habiter là où on travaille. Donc d'inverser un peu les choses. C'est déjà le cas pour pas mal de gens depuis la crise sanitaire. C'est ce qui se met en place exactement depuis 3-4 ans.
Une fois qu'on a dit ça, moi je suis convaincu que le lieu crée un lien et que ce lien qui est créé par le lieu est hyper important pour l'organisation, pour l'entreprise. Si on remonte 20 ans en arrière, on avait eu la thématique de l'entreprise industrielle sans usine, c'était Alcatel avec Serge Turuc. On voit comment ça s'est fini ça. Je suis à peu près convaincu, sans pouvoir le démontrer, que l'entreprise tertiaire qui n'aura plus de bureau, qui sera complètement évanescente, un peu volatile, elle finira complètement par disparaître. On aura ces intermittents du travail qui seront, qui finiront par plus beaucoup travailler et qui auront un peu disparu. Donc je pense qu'il y a une hybridation qui se crée et qui s'est créée, mais le lieu qui fait société un peu au double sens du terme est super important. Loïc, Quentin. Oui, c'est une tendance qu'on a observée après le Covid. Bon, de là à dire que la tendance soit pérenne et qu'elle se stabilise à terme, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que l'entreprise, avant tout, est un lien de socialisation et notamment de rencontres. Et on a besoin justement de ces échanges et ne pas être derrière un écran, parce que là, on affaiblit et on neutralise, je dirais, toute notre énergie, notre richesse et notre capacité. Donc, j'y crois pour partie, mais ce ne fera pas partie, je dirais, des grands mouvements et des grands développements dans les 10 années à venir. Mais écoutez, je vous remercie infiniment, tous les deux. Je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement. Et on va tout de suite passer à la deuxième table ronde. Je vais demander à Robin Rivaton, Axel Nevers et Bérengère Auster de me rejoindre sur scène. Et là aussi, on va les applaudir, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous les trois. Alors on va parler de ces villes silencieuses, moins énergivores, décarbonées, plus sûres. Bienvenue donc dans la Smart City, la ville futuriste connectée aux flux optimisés grâce à l'utilisation du cloud, de la data ou de l'intelligence artificielle. Quel est le point commun de toutes ces métropoles ? Eh bien, elles exploitent la technologie pour rendre les villes plus intelligentes et durables. Alors dans ce contexte, comment l'immobilier va-t-il se transformer et redessiner la ville dans les prochaines années ? Pour plonger dans ce futur plus désirable, nous avons la chance d'avoir 3 personnes de grande qualité qui vont répondre à mes questions. Robin Rivaton, à ma gauche, vous êtes CEO de Stonal et essayiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Axel Nevers, vous êtes directeur de l'Université de la Ville de demain. Et enfin, Bérengère Auster, je ne sais pas pourquoi je vous présente en dernière, vous êtes une femme, mais vous êtes Managing Director France de Wüst Partners. Soyez la bienvenue. La Smart City, Robin, on commence par vous. C'est votre dada depuis bien longtemps. Vous avez écrit un livre sur l'immobilier de demain. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont les transformations que vous observez qui sont déjà à l'œuvre selon vous ? Il faut d'abord nuancer l'effet technologique, c'est-à-dire que beaucoup des innovations qui font qu'une ville est agréable à vivre ne tiennent pas à la technologie. Et c'est pas parce qu'on va avoir multiplié les capteurs, la data qui est collectée et puis des traitements automatisés de cette data qu'on va rendre nécessairement la ville plus agréable et plus attractive. C'est pourtant l'idée qui est installée dans l'imaginaire collectif. Oui, alors on est revenu dessus avec beaucoup d'innovations qui sont des innovations plus simplistes, plus low-tech, en tout cas à l'échelle de la Smart City. Et puis il y a eu une vague de critiques assez forte, notamment avec autour des mobilités douces, où il y a eu, on s'en est rendu compte, beaucoup de gaspillage autour de la promotion de certaines mobilités douces. Je pense par exemple aux trottinettes qui ont été chassées finalement des centres-villes sans que ça crée tant que ça une désaffection ou en tout cas une dégradation de la vie dans l'espace public. Donc aujourd'hui, on est revenu un petit peu là-dessus. S'il y a un point par contre qui continue de se maintenir et qui est très important, c'est qu'une ville qui est attractive, c'est d'abord une ville qui est sécurisée. Et ça, aujourd'hui, on a eu un glissement qui s'est opéré du point de vue de la Smart City vers ce qu'on a appelé la Safe City, notamment avec des villes asiatiques et de plus en plus aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui est revenu très très fort, notamment post-Covid, où vous avez eu une très très forte montée de la délinquance post-Covid. Et beaucoup de villes ont réinvesti dans des outils, non pas pour aller optimiser les feux rouges, mais plutôt pour s'assurer que les riverains soient tranquilles. C'est quand même la vocation d'une ville. Axel, je vous vais écouter avec attention. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Romain ? Et allons un peu plus loin. À quoi ressemblera-t-elle cette ville du futur ? Et sur quelle conviction est-ce que vous vous appuyez pour nous en parler ? Non ? Et là, c'est bon, ça marche. Bon, moi, j'avais prévu de faire un plaidoyer contre la Smart City, mais je vois que Romain s'y est déjà collé, entre guillemets, en partie, puisque je pense qu'il y a un imaginaire qui est né il y a une quinzaine d'années autour de cette Smart City, qui a été porté notamment par des
grandes entreprises du numérique qui ont fait des promesses assez importantes aux collectivités autour de l'optimisation des usages, notamment les transports, la gestion des déchets, gestion de l'énergie. Et on se rend compte que le résultat, 15 ans plus tard, il est un petit peu au milieu du chemin, quoi. On a eu des grands échecs, quelques avancées qui sont matérielles aujourd'hui, mais beaucoup d'espoirs déçus. Donc ça, c'était un premier point qui me paraissait important. Et la Smart City, en fait, moi, j'aime beaucoup plus le terme en français de ville intelligente. Même si, pourquoi cette rhétorique ville intelligente, Smart City? Parce que Smart City, en fait, ça fait appel à cet imaginaire technologique et exclusivement technologique, alors qu'en fait, la ville qui est ici, elle va avoir à faire face à des défis qui sont assez colossaux. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'autres ressources que technologiques pour affronter ces défis qui sont devant nous, notamment environnementaux. Pour construire cette ville intelligente, comme vous dites, il ne faut pas que des idées, il faut aussi des convictions. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez une méthode que vous appliquez? Alors, juste en préambule, nous, on n'est pas un think tank, on n'est pas des experts, on est la Fondation Palladio, et notre mission, c'est d'accompagner les acteurs de la ville. Donc on vous écoute, et on essaye de partir plutôt de ceux qui font la ville pour essayer de lancer des initiatives collectives. Et donc c'est ce qu'on a inventé en créant en 2019 l'Université de la ville de demain. En fait, on utilise le prétexte d'un huis clos, où on invite 200 des grands leaders qui ont en charge la ville en France, pour, dans un joli décor à Chantilly, les stimuler et leur mettre de la matière à réfléchir pour lancer des coalitions d'actions concrètes qui changent la ville parce qu'ils décident de s'y mettre tous ensemble. Donc ça s'appelle les actions collectives. Et notre idée, c'est de partir de la base, de partir des acteurs, de ne pas partir sur des grands concepts pour dans 15 ans, mais d'identifier des initiatives qui ont un fort impact et qui peuvent passer à l'échelle grâce à la mobilisation collective. C'est le concept des actions collectives. Bérangère, l'intelligence artificielle, l'IA, elle trouve dans ces villes intelligentes dont on parle un terrain évidemment extrêmement fécond. Quels sont les atouts de l'IA pour toute l'industrie immobilière? Ils sont bien évidemment très très nombreux, mais si je devais en retenir qu'un, c'est celui de faciliter la prise de décision, ou en tout cas de la rendre plus rapide, et puis aussi d'éviter le biais cognitif. Voilà, donc c'est de pouvoir prendre des décisions davantage rationnelles et sans se laisser influencer. Ça va être par exemple un expert immobilier qui va aller évaluer un actif. Si la météo est mauvaise, est-ce que son jugement ne va pas être altéré par justement le fait que la météo est mauvaise ou qu'il a passé une mauvaise journée? Voilà, c'est de dire finalement la data, on peut l'utiliser et on peut avoir une visibilité qui va être davantage objective. Voilà. Alors quelques chiffres, Robin Rivaton, j'ai lu que 7% des entreprises du secteur immobilier utilisaient déjà une technologie de l'IA. Je ne sais pas si ce chiffre est désuet, un peu ancien ou non. En tout cas, ça me semble déjà énorme. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Comment est-ce que l'IA ruisselle un petit peu partout dans nos vies, dans nos villes, sans qu'on s'en rende compte? L'intelligence artificielle, ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, si on doit définir trois grands chapitres de l'IA, vous avez de l'IA qui va être utilisée dans un mode de machine learning. Donc vous apprenez à une machine, à un algorithme de reproduire une tâche faite par un humain. C'est un entraînement, ça dépend beaucoup du jeu d'entraînement plus que du modèle sous-jacent. Les machines ont l'avantage de pouvoir répéter la tâche beaucoup plus vite que nous. Elles ont surtout la capacité à être honnêtes, c'est-à-dire que si vous confiez une tâche à quelqu'un dans vos équipes, il vous dira qu'il a fait 100% juste. La machine aura la modestie de vous dire quand elle s'est trompée ou quand elle n'est pas sûre de l'extraction d'une data ou de la classification d'un document. Et donc aujourd'hui, on utilise beaucoup de ces technologies-là pour faire de la classification de documents, de l'extraction d'informations à l'intérieur d'un document, du transposage d'un format à un autre format. Donc plein de tâches invisibles sur lesquelles l'être humain est objectivement pas très performant. En tout cas, c'est pas la meilleure façon de mobiliser notre intelligence. Ça, c'est le machine learning. C'est assez vieux, hein, ça a 10-15 ans, on va dire. En tout cas, on sait aujourd'hui. Et ça dépend beaucoup du volume d'entraînement. Donc si vous n'avez pas un bon jeu d'entraînement à la base, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous donne beaucoup de documents, même si vous avez le meilleur algorithme du monde, il ne marchera pas très bien. Le deuxième type d'utilisation ou de traitement lié à l'intelligence artificielle sont des IA qu'on va qualifier de prédictives. Donc on va donner des données à un algorithme et on va lui dire, à partir de ces données, fais-moi un jugement, fais-moi une prédiction sur le futur de qu'est-ce qui peut advenir. Et là, donnez-nous un exemple. Ça peut être une optimisation des feux rouges dont je parlais tout à l'heure, ça peut être une simulation des valeurs immobilières dont on parlait précédemment. Et là, le modèle va être
très important. Le jeu de données va être important, mais le modèle va être très important parce que ce modèle, vous allez mettre des hypothèses dedans. Et donc, les hypothèses peuvent faire varier beaucoup la prédiction du modèle, évidemment. Vous avez un troisième type d'IA, on va dire, qui a un peu pris le monde de vitesse ces 2 dernières années, qui est ce qu'on appelle l'IA générative. Donc, c'est des modèles qui vont avoir la capacité de produire du contenu, alors du texte, des images. Et ça, c'est des choses qui est extrêmement intéressante parce qu'on va pouvoir incorporer ces IA génératives dans des processus métiers très forts. J'en donne un en exemple en gestion locative. Vous avez aujourd'hui, on a forcé les gens dans la gestion locative à vous faire des tickets de maintenance dès qu'ils avaient des problèmes. Donc on leur a dit au début, ils écrivaient en champ libre et on n'arrivait pas à lire ce qu'ils écrivaient. Donc on a fait des petites cases pour leur dire d'écrire précisément quel est le problème. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on pourrait tout simplement envoyer une photo d'un problème, même un audio d'un problème, et on peut avoir un agent, comme on appelle ça, c'est un modèle qu'on aura programmé sur une tâche spécifique, qui est capable de dire, en fait, ce que je vois, c'est un défaut dans le chauffe-eau, et donc il faut faire ça, ça, ça. Donc ça, c'est les 3 buckets, je dirais, ou les 3 chapitres de l'intelligence artificielle qu'on a qui est appliqué à l'immobilier. 7%, c'est bien, mais ça me paraît absolument pas très élevé. Ça devrait être 100%, parce que ces technologies-là, notamment les technologies de machine learning, sont matures, elles fonctionnent extrêmement bien, et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus pénible pour quelqu'un de se prendre des documents, d'aller chercher une petite case d'un document et de le remettre dans un Excel. Vous faites une faute tous les 70 caractères et une faute tous les 45 chiffres, et vous pouvez avoir la personne la plus motivée du monde. C'est impossible, c'est un métier extrêmement pénible. Axel, quelle place l'IA occupera-t-elle dans les villes du futur à horizon 5 ans, selon vous? Est-ce qu'on est à l'aube d'une véritable révolution? Alors, moi, à titre personnel, j'en sais rien du tout. Parce que la question que j'ai envie de poser, y compris à Robin, c'est qu'en fait, en reprenant les propos de Pierre Vels, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle Bifurcation, il nous explique qu'en gros, on a 25 ans pour répondre aux grandes transitions urbaines. Et la question, ça va être de définir collectivement l'effort sur lequel il va falloir aller prioritairement, parce que dans ce monde-là, qui est de plus en plus contraint, il va falloir faire des choix collectifs sur les priorités qu'on va mettre. Mais l'IA va nous aider à faire ces choix, justement. Pour moi, la question, c'est est-ce que si l'IA répond aux finalités, et les finalités, c'est décarboner, c'est optimiser les processus, c'est libérer du temps potentiellement pour les humains, pour d'autres activités à plus haute valeur ajoutée. Si l'IA est capable de remplir ses promesses, alors elle existera, elle se déploiera naturellement. On va demander à Bérangère ce qu'elle en pense. Est-ce que l'IA peut jouer un rôle essentiel en matière de décarbonation, justement? Alors déjà, moi, je réponds du point de vue de ma société, qui est une société d'expertise immobilière, de conseil en développement durable et développement de solutions logicielles pour les professionnels de l'immobilier. Donc ça n'engage encore une fois que moi et ma société et la façon dont nous, aujourd'hui, on utilise l'IA dans nos missions. Donc dans les missions de conseil en décarbonation, je dirais que le principal avantage de l'IA, c'est d'être un accélérateur. Déjà parce que ça nous permet d'avoir une meilleure vision de la situation de départ, de nos actifs, des portefeuilles. Parce que, comme Robin le précisait très justement, ça nous permet de disposer d'un set de données qui vont être derrière utilisés pour construire des modèles prédictifs. Et on va pouvoir élaborer des algorithmes qui vont nous permettre finalement de prédire l'évolution des OPEX, l'évolution des CAPEX, d'avoir une visibilité sur les risques. Et donc finalement, ces technologies, tu le disais, sont finalement assez anciennes pour la plupart, notamment sur la partie du machine learning. Mais par exemple, nous, on utilise au sein de nos solutions logicielles, tout bêtement, l'image recognition. Et donc derrière, on peut prendre une photo avec une application et ensuite cette image, elle est reprise, elle est intégrée dans les éléments de construction du bâtiment et elle va servir à mesurer, à évaluer, je dirais, l'état de l'actif. Donc voilà, on l'utilise. Alors c'est des petites choses. Ça va être, par exemple, effectivement, cette image recognition. Ça va être, comme tu le disais très justement, l'extraction des données sur un PDF et le fait que ce soit derrière répertorié et catégorisé. Voilà. On va aussi l'utiliser pour calculer les émissions de CO2 quand on ne dispose pas de toutes les consommations énergétiques et puis on va modéliser ça. Donc je dirais que en quoi ça supporte la décarbonation? Tout simplement parce que ça nous aide à partir d'une situation de départ et construire une trajectoire. Vous êtes donc en train de nous dire que l'IA peut être un accélérateur de la transition énergétique, c'est bien ça? Alors, accélérateur, oui, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que l'IA, c'est la seule façon d'accélérer la transition énergétique. Il est évident que l'innovation, l'investissement dans la R&D sont aussi effectivement très, très importants. Après, oui, j'aurais tendance à penser que c'est effectivement un accélérateur, parce que ça nous permet d'améliorer effectivement
donner davantage de visibilité, mais surtout de favoriser la prise de décision. On sait que les professionnels de l'immobilier ont à prendre un nombre de décisions extrêmement importantes, que les décisions d'investissement sur leurs actifs ont un impact sur la durée, un impact très important. Donc, pour moi, le fait de nous donner des indicateurs, de construire des benchmarks, d'avoir des analyses qui soient davantage automatisées, que ce soit par exemple sur l'évaluation d'une localisation, la détermination d'un profil de qualité d'un actif, ou l'évaluation des risques environnementaux, ou typiquement la mesure de la résilience des actifs face aux aléas climatiques. Tout ça, pour moi, ça participe et ça concourt effectivement à davantage de transparence. Robin, vous êtes d'accord, IA, data, accélérateur de la transition énergétique ? Oui, accélérateur de beaucoup de mutations et aussi la conséquence de ces mutations. Quand aujourd'hui on veut effectivement automatiser un certain nombre de tâches, c'est aussi parce qu'on a une pyramide des âges qui est inversée dans beaucoup des métiers de l'immobilier. Donc il faut être très conscient qu'on ne sera pas capable de faire face à plus de charges, plus de travail à fournir pour être en capacité de faire face à cette transition climatique avec un nombre de ressources qui est en réduction. Aujourd'hui, quand on réfléchit à la transition climatique, l'objet, il est quoi ? Il est de mieux cibler les dépenses. Je le répète souvent, mais on nous dit parfois il faut 1000 milliards d'investissements sur le parc locatif. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, on fait 100, on fera peut-être 115 si on est incroyablement dispendieux. Et la question, c'est comment ces 115 sont utilisés au meilleur endroit. Et c'est là où l'IA a un rôle, et l'IA ou les technologies en général ont un rôle à jouer. C'est qu'ils nous permettent de nous dire à quel endroit les 115 vont faire un effet de levier égal aux 1000 que si on aurait dépensé sinon. Et c'est ça qui doit nous guider, parce que si on est toujours dans l'idée de se dire que en fait, il faut faire 1000, on n'y fera jamais. Donc en fait, aujourd'hui, ces technologies ont la capacité de nous aider à choisir là où on doit mettre les efforts pour faire en sorte que la transition environnementale soit supportable, soit efficace et soit supportable du point de vue économique, parce qu'on ne multipliera pas par 10 ou par 15 ou par 100 le montant des travaux annuels dans nos sociétés, que ce soit les établissements publics, que ce soit les gestionnaires privés, que ce soit les particuliers. À vous écouter tous les trois, on a quand même l'impression que l'IA, c'est un levier absolument exceptionnel sur lequel il faut absolument s'appuyer. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques, des points de vigilance ? Est-ce qu'il faut autant s'emballer, Bérangère ? Moi, je penserais une conséquence un peu indirecte, c'est que finalement, là, en améliorant, je dirais, les reporting ESG, en facilitant ces reportings-là, on apporte davantage de transparence, mais aussi on peut avoir un effet contre-productif qui va être de finalement amener les investisseurs à prendre des décisions, je dirais, de cession, des arbitrages, parce que la notation ESG n'est pas bonne, parce qu'on anticipe une perte de valeur sur le long terme. Donc finalement, au lieu de procéder aux investissements qui sont nécessaires, finalement, est-ce que ça ne va pas contribuer d'une certaine manière à mettre sur le marché des actifs qu'on considère finalement déclassés ou qui vont devenir des actifs obsolescents. Donc il ne faudrait pas que ça ait cette contrepartie-là. Je ne dis pas que ça l'a, mais je dis que ça peut. Et que ça peut être un risque. Et qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est que ça soit au contraire, ça favorise justement l'allocation des investissements au bon endroit, effectivement de manière mesurée, parce que encore une fois, ils sont limités, mais aussi que derrière, ça se traduise dans la valeur des actifs. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours être en décote, qu'à un moment, on soit aussi à valoriser, je dirais, les premiums, en premium, les actifs verts. Donc l'IA peut être utilisée pour répondre aux exigences de reporting ESG ? Oui, mais c'est déjà le cas, d'ailleurs. Mais ça va, selon vous, s'accélérer ? Ah oui, très certainement. Après, on parle du futur, mais là, c'est 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Donc, concrètement, on y est déjà. Donc, pour moi, à moins d'une cause exogène incroyable, on est plutôt sur une continuité des tendances actuelles. Et c'est déjà bien entamé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'ignore le fait que ça peut être un facilitateur, que ça peut être aussi un moyen de fiabiliser les analyses. Excel, on sait, dès qu'on ouvre un Excel, on fait déjà une erreur dans une cellule. Enfin, voilà. Donc, ça permet de fiabiliser les outils de travail. Ça permet de gagner en efficacité. Donc, Robin Rivaton, est-ce que l'IA peut aider à la création de véritables innovations de rupture dans le domaine de l'immobilier ? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Je ne pense pas que la technologie fera bouger les choses tout seul. Ce qui fera bouger les choses dans le secteur de l'immobilier, et ce qui l'a fait bouger, c'est la régulation, beaucoup plus que la technologie. La technologie par elle-même, elle est un moyen d'atteindre les objectifs fixés par la régulation, mais elle ne fera pas les choses toute seule.
Et la question aujourd'hui, c'est encore une fois, comment on fait en sorte que cette régulation soit tenable dans un horizon qui soit supportable du point de vue des 25 ans ou des 50 ans ou de l'objectif de transition climatique qui est le nôtre, et qui soit cohérent et réaliste d'un point de vue économique et financier. Mettre des objectifs qui ne sont pas réalistes, c'est se donner la meilleure chance de ne pas les atteindre, et IA ou pas IA, c'est pas une question de technologie, c'est une question de capacité des acteurs. Aujourd'hui, on a des outils technologiques, et bien au-delà de l'IA, encore une fois, je pense qu'il y a plus d'efficacité dans la transition climatique des bâtiments et des villes quand les prix des batteries sodium sont divisés par 2, comme ça a été le cas l'année dernière en Chine, que par les technologies de l'IA. Donc il faut savoir raison garder et bien savoir ce qu'on peut faire avec ces outils-là. C'est un outil qui fait partie de la boîte à outils pour lutter contre le changement climatique, mais le changement climatique, il est impulsé par la régulation, et ces outils permettent d'atteindre ces objectifs, encore une fois, s'ils sont réalistes à la base. Un mot, Axel Nevers, si vous le voulez bien, des enjeux sociétaux de la ville de demain. Comment est-ce que vous voyez les choses et comment l'immobilier peut résoudre et répondre à ces enjeux ? Alors moi, je voudrais faire appel à une théorie ou une vision de la ville qui s'appelle la ville relationnelle. La ville relationnelle de Sonia Lavillino. Dans toutes ces grandes transformations, donc on va vivre 25 années à marche forcée pour traiter un certain nombre de sujets qui sont devant nous. On a parlé des problématiques environnementales, on doit aussi pouvoir parler de la biodiversité, qui est un vrai sujet, de la façon dont on va adapter nos villes au changement climatique pour leur permettre d'encaisser les chocs. Donc si on fait la liste des choses qu'il va falloir traiter dans les 25 prochaines années pour vivre confortablement en ville en 2050, on a besoin d'une mobilisation à tous les niveaux, de tous les acteurs qui fabriquent la ville. Donc ça, c'est notre conviction, c'est qu'il va falloir qu'on se retrousse tous les manches. Et quand on dit, par exemple, que la technologie est un outil, ça nécessite aussi d'investir dans la recherche et le développement. Et on a vu, avec les études notamment d'EY sur l'immobilier, qu'il y a un déficit historique de R&D dans l'immobilier. Donc ma question, c'est qui sont les acteurs qui doivent prendre en charge, qui prennent la responsabilité d'identifier ces innovations qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et en surplomb de tout ça, un sujet qui nous est cher à la Fondation Palladio, c'est l'isolement et la solitude dans la ville. Et donc quand on parle de ces grandes transformations sociales, il ne faut pas oublier que ces transformations, elles doivent à un moment donné fournir des effets bénéfiques additionnels au simple sujet environnemental. Donc comment on fait pour recréer un imaginaire collectif souhaitable ? Comment on fait pour recréer de la relation en ville, puisqu'on sait depuis les Harvard Studies aux États-Unis que le principal levier du bonheur des humains, c'est la qualité des relations et l'intensité relationnelle qu'il a dans sa vie. Comment on fait pour que ces villes retrouvent des fonctions qui permettent aux urbains de s'y sentir bien ? Mais justement, IA et bonheur, c'est quand même difficilement compatible, Robin, non ? La question n'était pas prévue. Non, mais je pense que c'est totalement compatible. Encore une fois, c'est un outil, donc il ne faut pas oublier la finalité de cet outil. Ça peut avoir des débordements, ça peut participer à cet isolement qu'on voit poindre dans les villes, et particulièrement dans les plus grandes villes. Et donc il ne faut surtout pas que ça nous enferme dans ces schémas-là. Mais ça reste un outil qui peut être évidemment positif, comme tous les outils peuvent être aussi mal utilisés. Et bon, on a souvent la facilité de lister tous les points noirs plutôt que de voir les avantages d'une technologie. En l'occurrence, cette technologie aujourd'hui est en capacité de répondre aux défis qui viennent d'être listés. Et donc je pense qu'il faut effectivement investir dedans. Et on ne le fait pas assez, et aussi parce qu'on a une tendance, notamment en France, à essayer de faire de l'IA très très conceptuelle, alors que c'est des outils qui peuvent être intégrés dans le quotidien de manière beaucoup plus pragmatique. Quelles sont les villes futuristes qui vous font rêver, Axel ? Plutôt The Line ou Copenhague ? Je pense que vous avez Quelles déjà sont la celles qui réponse. utilisent le plus The Line ? Non, non, pas tellement. Non, mais après, ça c'est compliqué parce qu'il y a des modèles qui émergent et il y a des cultures qui émergent de la ville. Nous, on a un modèle européen. C'est celui qui a émergé pendant 50 siècles dans les sociétés développées. Il y aura 2 fois plus d'urbains demain. Ces 2 fois plus d'urbains seront globalement dans les villes du Sud et seront pour partie dans des villes nouvelles. Qui va dicter l'imaginaire collectif de ces nouvelles villes de demain ? Probablement pas les Européens.
parce qu'en plus, Donc, un peu on n'a d'humilité. pas forcément ces leviers d'influence-là aujourd'hui, en termes d'hégémonie culturelle, relationnelle, géopolitique et autres. Donc il faut rester à notre niveau relativement humble par rapport à la ville du futur dans les pays du Sud. La ville du futur chez nous, elle est déjà là. La question, c'est comment avec ce qu'on a là, sous la main, on va faire beaucoup mieux pour répondre à nos besoins. C'est ça le plus grand défi de l'immobilier, selon vous, pour les années à venir ? Oui, alors le défi, j'y réfléchis un peu parce qu'on a eu la question au préalable. Pour moi, le principal défi de l'immobilier, si on arrive à l'actif, c'est qu'en fait, l'actif immobilier va devoir se transformer en un immobilier actif, un actif pour la ville, un actif pour les urbains. Donc il va devoir remplir beaucoup plus de fonctions que ce qu'il a eu. Et je sais que c'est pas pratique quand on est un allocataire d'actifs ou de fonds, c'est qu'on aime bien des choses simples, lisibles, qu'on peut catégoriser et mettre dans des cases. Pour moi, l'actif de demain, l'immobilier de demain, il va être beaucoup plus complexe. Il va produire de l'énergie, il va intensifier ses usages. On en a parlé, chaque mètre carré doit être beaucoup plus utilisé. Il y a une sous-utilisation massive des mètres carrés existants. Il va devoir potentiellement fournir des usages pour les urbains proches et les habitants proches de l'actif en question. Il y a toute une série de choses qu'il va devoir apprendre à faire et qui ne fait pas très bien aujourd'hui. Être une banque de matériaux, par exemple, aussi, pour faire la ville sur la ville. Bérangère, Robin, le principal défi de l'immobilier, et puis on va passer aux questions de la salle. Moi, je mentionnerais juste l'évolution des métiers et l'évolution finalement des professionnels de l'immobilier. Je citerai le métier d'asset manager qui évolue énormément et on voit qu'il va être aux générations de se former. Aujourd'hui, on leur demande de plus en plus de choses et donc pour moi, le principal défi, ça va être d'être capable de former des professionnels de l'immobilier capables de relever ces défis-là et capables d'utiliser ces outils. Moi, je crains que l'immobilier de demain soit très figé, notamment parce qu'on a des PLU et des volontés de chacun des acteurs locaux en place dans les villes de ne pas du tout faire bouger leur immobilier, alors même qu'ils devraient le faire muter. Et on est tous un peu responsables de ça, sauf qu'on nous a donné les pouvoirs de le contester de plus en plus, et donc ça fait qu'on a des villes, notamment en Occident, qui seront de plus en plus figées. Donc je ne me permettrai pas de jeter un anathème sur ce qui se fait dans les autres métropoles, notamment du Sud. Merci à tous les trois. Vous restez avec moi. On va prendre quelques questions de la salle. Le petit micro est là. Bonjour. Jusqu'alors, on a supposé une vision où l'IA et la data donc, serait au service de la transition environnementale. En revanche, cette data et cette utilisation de l'intelligence artificielle, ça implique la multiplication aussi de data centers, avec ce qu'ils impliquent de pollution, de nuisances. Comment aujourd'hui vous pensez la multiplication de ces lieux et leur intégration au territoire qui les accueille ? Merci beaucoup. Alors, l'usage de l'IA qui est directement relié au data center reste comparativement assez faible comparé aux data centers de stockage de la donnée qui sont là pour non pas faire tourner des modèles d'IA, mais alimenter les vidéos YouTube de chacun de nous tous. Donc, faut bien spécifier les choses. Aujourd'hui, la classe data center devient un objet important puisque la data et l'informatique deviennent une composante primordiale de nos vies. Il y a des progrès qui sont quand même extraordinaires dans cette classe d'actifs et dans ces usages, avec une condensation et des cartes et des machines, des méthodes de refroidissement qui consomment de moins en moins. Donc là aussi, je pense que les bénéfices de la technologie dont on a usage tous les jours, chacun d'entre nous, dépassent largement le fait d'avoir ces installations. L'objectif, c'est de mieux les intégrer dans les paysages urbains et dans les tissus, notamment avec l'utilisation de la chaleur fatale et une limitation des ressources en eau quand ils sont dans des territoires qui consomment, ça consomme beaucoup d'eau pour notamment les techniques de refroidissement. Et dernier point, le problème avec les data centers, c'est que si jamais on installait des data centers un peu sur tout le territoire et que par malheur il y avait un data center qui brûlait, et c'est déjà arrivé il me semble, et que quelqu'un perdait ses données, il serait le premier à hurler au scandale. Et donc malheureusement, quand on veut une redondance des données, il faut installer les data centers les uns à côté des autres. Et c'est pour ça qu'on a un maillage de data centers au même endroit, sur les mêmes territoires. Et je peux comprendre que ça crée des nuisances, mais c'est aussi parce que derrière, c'est ce qui nous permet à tous d'avoir ces petits mails le lendemain matin et d'être sûr qu'ils ne sont pas disparus dans la nuit. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir très chaleureusement, tous les trois. Merci infiniment de nous avoir projetés dans ce futur un peu plus désirable. Et Véronique Donadieu est déjà là. Merci d'être là. Je vais vous laisser conclure. Merci infiniment.
Donc des remerciements, je serai très rapide, des remerciements à Capucine pour l'animation, des remerciements aux 5 intervenants pour la qualité des échanges. Donc encore une fois, cette année, on a eu le plaisir d'avoir des échanges riches sur notre colloque et sur nos tables rondes. Donc ça nous a permis, nous, cette année, de revenir, et on le souhaitait, sur les fondamentaux, en fait, et les questions liées aux fondamentaux de notre secteur dans une période où un contexte économique un petit peu chahuté pour les gérants, alors pour tout le secteur, mais pour les gérants, qui peut-être ont des priorités de traiter des sujets d'immédiateté. Et puis pour nous, c'était important de rappeler que derrière, effectivement, les problèmes passagers, on a effectivement un rôle à jouer pour accompagner un certain nombre de projets et de besoins. Et puis effectivement aussi de se projeter sur l'avenir. Alors, quand on parle d'avenir, évidemment, on a vu qu'il y a beaucoup d'enjeux d'évolution de la société, des modes de vie, de travail, etc. Que les fonds, qui sont un des acteurs parmi la chaîne immobilière, sont là aussi pour y répondre. Mais on sait aussi qu'à l'heure actuelle, il y a une question... une période qui s'ouvre avec des questions qui sont sûrement nombreuses sur les perspectives politiques et économiques dont on n'a pas encore toutes les capacités à appréhender les conséquences. Donc tout ça, c'est un champ d'incertitude. Ça reste quand même que les fondamentaux de notre secteur sont puissants, sont à l'œuvre. Et puis que nous, en tant qu'ASPIM, pour revenir un petit peu au rôle qu'on a à jouer, c'est d'accompagner effectivement nos adhérents à aborder toutes ces questions de façon collective. On a mené un certain nombre de combats, enfin en tout cas on a porté des projets justement notamment d'évolution des véhicules pour leur permettre notamment de répondre à un certain nombre de thématiques qui ont été traitées ce soir. Donc ça, on va continuer avec évidemment, il faudra qu'on s'adapte à la nouvelle donne politique, mais on le fera. Et puis on associera bien sûr tous nos adhérents. Et donc je les remercie par avance de leur accompagnement futur. Voilà, donc je remercie aussi ce soir l'équipe de l'ASPIM, en particulier Alexandra et Eva qui nous ont permis de tenir l'événement ce soir. Bien sûr, tous nos visiteurs. Et puis, on va terminer dans les jardins de la Maison de l'Amérique latine, parce que je pense qu'on va pouvoir quand même passer le cocktail dehors. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.